Notre prochain nominé est un astrophysicien suisse. Je suis vraiment très très fière de pouvoir l'accueillir ici. Michel Mayor est né à Lausanne. Il est reconnu pour sa découverte en 1995 de la première exoplanète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Son travail dans la recherche sur les exoplanètes a totalement transformé notre compréhension du monde. Évidemment, a inclus cette possibilité d'envisager la vie en dehors de la Terre. On y reviendra dans un instant. En 2019, il a reçu le prix Nobel de physique, avec également Didier Queloz et James Peebles, en reconnaissance de leurs travaux autour de cette exoplanète. J'ajouterais qu'il a 3 enfants, 5 petits-enfants, et qu'il est marié depuis 53 ans avec Françoise. 58 ans ? Ah ben dis donc, j'en avais manqué 5. Avec Françoise qui est là ce soir, alors ça m'impressionne énormément aussi. Je vous suppose d'applaudir Michel Mayor. Merci. Michel, venez. « 58 ans, Michel, dis donc. Ça alors, moi qui suis fière d'être mariée depuis 30 ans, je vois que j'ai encore un bon bout de chemin à faire. Alors, je vais démarrer avec la première question. Comme à tous, quel était l'un des événements les plus inspirants de votre vie ? Dans ma vie de chercheur, à un moment donné, j'avais initié la construction d'un instrument pour chercher des planètes. Enfin, d'abord pour mesurer précisément la vitesse des étoiles. Ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas une chose qu'on fait tout seul. Donc, je ne sais pas, à la fin, on était une douzaine de personnes, ingénieurs de différentes disciplines, software, etc., électronique, et puis 5 ans de travail. Et on ne sait pas si ça va marcher. Et tout d'un coup, vous êtes dans la coupole, c'est la première nuit, vous mettez l'instrument derrière le télescope, connecté pour la lumière, pour recevoir la lumière, et tout d'un coup, ça marche. Et comment dire, c'est un moment incroyable, parce que tout d'un coup, et en plus, vous répétez la mesure, vous voyez la précision incroyable, meilleure que ce que vous espériez au début, et à ce moment-là, vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un instrument qui a cette précision ? Pour moi, c'est un moment magique, fabuleux, parce que c'est le rêve de tout ce qu'on pourra faire plus tard. Et puis surtout de le faire en communion, dirons, avec 10 personnes qui ont travaillé pendant beaucoup d'années. En équipe, extraordinaire, oui. Et puis ça a été évidemment structurant pour la suite de votre carrière également. On a une question également de notre partenaire UBS. Vous avez découvert la première exoplanète. Pensez-vous précisément qu'on pourra un jour trouver de la vie sur une de ces exoplanètes ? Et si oui, quelles seraient les implications pour l'humanité ? C'est une vaste question. La question a 2 francs, ça. C'est fabuleux parce que... On dira ça à UBS. Moi, ce qui me fascine dans cette question, c'est qu'il y a 2500 ans, les philosophes grecs se posaient déjà cette question. Ils posaient la question, il y a une grande lettre d'Épicure du IVe siècle avant Jésus-Christ, très longue lettre, où il écrit explicitement « Existe-t-il d'autres mondes dans l'univers ?» Et même dans la deuxième partie de la vie, sur certains de ces mondes, il dit qu'il est convaincu qu'il y en a une infinité. Et puis, plus loin dans la même lettre, il dit « Certains de ces mondes porteront peut-être des formes de vie similaires à la nôtre, d'autres ne le pourront pas. » C'est incroyable pour moi, une sorte de fantaisie dans mon esprit. J'imagine ce monsieur au bord de la mer en train de manger des olives et écrivant ce genre de choses. C'est incroyable. Donc c'est un vieux rêve de l'humanité. Est-ce qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers ? Alors ça, c'était la partie philosophique. Mais maintenant, on construit des instruments pour détecter la vie sur ces planètes. C'est plus du tout un rêve, c'est un domaine de la science. Je ne sais pas combien, mais il y a des satellites, il y a des centaines de chercheurs qui travaillent sur cette question. Alors le problème, il n'est pas question d'y aller, c'est beaucoup trop loin. Par contre, quelles sont les détections à distance que l'on peut faire ? En gros, globalement, des petites altérations de la chimie de l'atmosphère de la planète qui nous dit que la vie est en train, en guillemets, c'est abusif, mais de dire de polluer l'atmosphère, c'est pas vrai, mais enfin, de modifier certainement un petit peu la chimie de l'atmosphère.
C'est ce qui s'appelle la recherche des biomarqueurs. Et donc, actuellement, oui, on a des espoirs. Alors, il ne faut pas me demander quand. Je ne sais pas quand. C'est compliqué. C'est compliqué, mais visiblement, c'est tout à fait envisageable. Tout à fait. Et énormément d'énergie se pose sur cette question pour pouvoir avoir quelques éléments de réponse. Donc, c'est assez fascinant. On a une question de notre jury. Évidemment, dans le cadre de ces recherches, de ces découvertes, vous avez certainement eu de nombreux obstacles, des difficultés, des défis. Est-ce que vous parvenez à identifier un obstacle majeur que vous avez rencontré? Est-ce que ça vous a appris? Quelles leçons en avez-vous retirées? Je ne sais pas, parce que, comment dire, à aucun moment j'ai eu des stops. Je n'ai pas eu, disons, cette impression-là. Je fais un peu de la publicité, mais, comment dire, j'ai été aidé, avec toute mon équipe, par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, avec une confiance incroyable pendant des années. À un moment donné, le rapporteur du Fonds national, qui avait été nommé, c'était le chef de la recherche des téléphones suisses, et il me téléphone et il me dit « Je ne comprends pas votre demande, expliquez-moi ». Je lui explique. Il avait la réputation d'être un tueur, c'est-à-dire vraiment très méchant, enfin comme ça. Et en fait, après, il nous a toujours supportés. Et donc, j'ai bénéficié, avec tout mon groupe, on est d'accord, de ce support incroyable, de l'Université de Genève aussi. Donc, je dirais, quels sont les plus grands obstacles? De recruter les gens adéquats, de trouver les gens qui se fondent dans le groupe. Le pire, c'est la force contre-électromotrice quand il y a une personne qui n'est pas bien dans le groupe. Et ça a une perte d'énergie pour tout le groupe parce qu'il y a une personne qui n'est pas bien à sa place. C'est vrai dans le monde scientifique et on le sait tous, c'est vrai aussi dans le monde professionnel. Oui. Mais donc je retiens que vous avez reçu beaucoup de confiance, beaucoup de support et ça vous a permis de poursuivre vos recherches avec enthousiasme. Et encore maintenant. Et encore maintenant, c'est fantastique. Allez, on va passer à notre prochaine partie ici avec les 3 affirmations. On va deviner celle qui est fausse. Alors, à vous tous, soyez prêts à voter. Je vous laisse nous les faire découvrir. On démarre par la première, si elle apparaît à l'écran. Est-ce que vous pourriez nous les citer? J'ai partagé un repas avec l'empereur du Japon et son épouse. On va dire, mais encore avec mon épouse. La deuxième. J'ai préparé de l'émincé à la duricoise lorsque nous avons de nombreux invités à la maison. Et la troisième qui va nous faire voyager. Alors, dans le train, pour Cusco, donc en revenant de Machu Picchu, j'étais en pyjama. Alors, on vous laisse voter, prenez quelques secondes, on va voir s'il y a l'une de ces affirmations qui ne semble pas trop crédible à vos yeux. Et dans un petit moment, vous allez nous en dire un petit peu plus, soit sur l'empereur du Japon et son épouse, qu'on ne connaît pas personnellement. En tout cas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont eu l'occasion de partager un repas, mais on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas. L'émincé à la zurichoise. Ah, visiblement, c'est l'émincé à la zurichoise. Vous ne semblez pas être un très bon cuisinier, visiblement, pour notre audience. Alors, dites-nous, Michel, quelle est l'affirmation qui n'était pas la juste? Vous avez été très perspicace, c'est la première. Non, mais je contribue, comme beaucoup de Suisses, à la cuisine en participant pour la raclette et la fondue. Mais pour ce qui est de l'émincé à la zurichoise et tout le reste, eh bien, c'est mon épouse qui se trouve quelque part dans la salle. En revanche, vous avez donc partagé ce dîner avec l'empereur du Japon et son épouse. Oui, et votre épouse. L'empereur du Japon, pas celui actuel, le précédent, était en fait un scientifique, ichthyologue, c'est-à-dire spécialiste des poissons. Il a même publié des travaux dans Nature avant d'être empereur, comme ça. Et il y a quelques années, il y a déjà plus qu'une quinzaine d'années, eh bien, lors de la cérémonie en l'honneur du baron Carl von Linné, qui a fait toute la classification des espèces végétales et animales, eh bien, il était invité, moi aussi. Bon, alors,
pour la modestie, on était 400. Hein. Donc, j'ai mangé avec lui, mais avec 400 autres personnes. Vous étiez quand même avec lui. C'était au Japon ou c'était en Suisse? C'était au Japon. C'était Non, au non, Japon. c'était pas au Japon. C'était à Uppsala. D'accord. Ouais, à Uppsala. Bon, très bien. Alors dites-nous un petit peu, pour terminer ici, votre voyage en pyjama. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, alors, on aime bien se promener avec mon épouse, faire de la marche en montagne, des choses comme ça, et aussi avec un de mes collègues astronomes et son épouse. On était allés depuis. Il y a un train qui nous mène dans la vallée pour aller depuis Cusco jusqu'à Machu Picchu. Alors d'abord, mais on peut s'arrêter en cours de route et puis faire une montée. On peut y aller par ce qui s'appelle l'ancien chemin des Incas, un chemin qui passe à 4000 mètres d'altitude. C'était dans la saison sèche et puis raté. Il y a eu une tempête terrifiante. Comme ça, on a mis 3 jours. On était trempés, absolument jusqu'aux derniers habits que l'on portait. Et finalement, eh bien, on est allé dans un petit village pour reprendre le train pour redescendre à Cusco. Et on n'avait plus rien de sec. La seule chose qui restait, c'était un pyjama dans le sac à dos. Et donc, je l'ai mis pour redescendre dans le train. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas de photos, mais en tout cas, on a bien perçu l'anecdote. Allez, on va continuer avec notre question du partenaire Les Roches. Alors effectivement, votre travail a inspiré des générations à regarder au-delà des frontières du possible pour pouvoir s'ouvrir sur le monde. Qu'est-ce qui vous continue à vous inspirer dans votre vie quotidienne et qui nourrit vraiment votre passion pour la découverte? Je crois que c'est une manière de regarder ce qui nous entoure. Comme enfant, j'habitais à Aigle. Et puis, depuis ma chambre à coucher, je voyais les plis retournés de la montagne de la Dome-Morgue. Incroyable, vous dites, il y a eu des collisions de continents qui ont déformé les montagnes. Et ça, simplement, il faut le regarder. On peut l'admirer simplement comme ça. Mais déjà enfant, vous aviez Oui. cette réflexion qui avait eu vraiment des... Parce qu'on me l'avait dit, Ouais. disons, c'est pas Ouais, bon, comme visiblement, ça. ça vous avait, Mais ça vous comment avait dire, marqué. et quand vous vous promenez n'importe où, en fait, vous pouvez regarder. De temps en temps, je ne sais pas si vous regardez le ciel, puis vous avez 2 taches lumineuses au même niveau à une certaine distance. Est-ce que vous posez la question, et pourquoi il y a ces 2 taches lumineuses, etc. Donc, je crois que ça, c'est le moteur en permanence de garder poser des questions. Pourquoi? Le questionnement et la curiosité. Ouh là là, on a une question qui va nous emmener dans les profondeurs. Ici, en tant que scientifique, croyez-vous en un Dieu ou une forme d'intelligence suprême, Michel? Oh là là. Ça, c'était la mise en garde. Comment dire? Non, je suis pas croyant. Comment dire? Cela dit, comment dire? Je ne suis pas un militant. C'est-à-dire que je ne vais pas convaincre des gens parce que je n'ai aucun élément pour convaincre quelqu'un pour lui dire il a tort ou il a raison. Donc voilà. Donc personnellement, je ne le ressens pas comme tel. D'accord. Mais vous avez vos convictions, mais sans vouloir convaincre les autres. Je suis un grand admirateur de la manière de la marche du monde. Comment dire, c'est incroyable quand vous regardez la complexité des phénomènes qui sont en marche. Et ce n'est pas l'astronomie qui est le pire, c'est la biologie. Hein. C'est absolument hallucinant. Et donc, c'est clair que vous êtes un peu perturbé. Moi, je le transforme plutôt en une admiration de l'esprit humain qui a été capable de construire des outils de science pour comprendre cette complexité. Ouais. C'est comment le cerveau humain a pu développer les mathématiques, hein, on l'a dit comme ça, qui permettent de comprendre l'évolution de l'univers. Incroyable. On en vient justement précisément à cette question qui sera la dernière. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un jeune pour se lancer dans des études en physique? D'une manière plus générale que la physique. Comment l'encourager? Oui, que la physique. Comment dire, on m'a posé cette question lorsque je revenais de Stockholm, là, comme ça. Et puis, comment dire, je dirais simplement, la science, c'est cool. Enfin, la science, c'est cool. C'est évident. C'est un métier merveilleux. On vous donne la possibilité de éventuellement pouvoir
apprendre quelques nouvelles choses sur l'univers, sur la matière, sur son évolution. Donc je pense qu'il y a, c'est un cadeau de pouvoir travailler simplement à essayer d'explorer quelque chose. Peu importe la physique, c'est pas ça, mais il y a beaucoup de choses. En tout cas, votre enthousiasme est vraiment contagieux. Merci beaucoup, Michel, Merci, et on madame. vous applaudit.